Imagine ça, une femme accusée d'adultère, déshabillée sur la place du village, non pas tuée pour son désir, mais exhibée, du fer enfoncé dans son intimité la plus secrète, tordu, ouvert, jusqu'à ce que ses hurlements se confondent avec les rires d'hommes qui appelaient cela justice. Ce n'était pas une punition cachée, c'était du théâtre, érotique, grotesque, un corps transformé en scène d'humiliation. Et l'instrument qu'ils utilisaient, l'histoire le retient comme le plus cruel outil médiéval jamais inventé pour punir les femmes d'avoir aimé. Aujourd'hui, vous allez voir comment le Moyen-Âge a transformé le désir en crime et la chair des femmes en leur propre échafaud. À première vue, il paraissait anodin. Un petit objet de métal en forme de poire, froid au toucher, pas plus grand qu'un poing. Mais à l'intérieur, un mécanisme à vis. Et à chaque tour, la poire s'ouvrait. 4 pointes de fer éclatants comme les pétales d'une fleur. Sauf que cette fleur, elle, s'enracinait dans la chair. Pour les femmes accusées d'adultère, la poire était enfoncée dans la partie la plus intime du corps. Le fer glacé envahissant l'endroit où autrefois vivait l'amour, et puis la rotation commençait, lentement. Un tour, puis un autre. Les pétales s'écartaient, les pointes déchiraient les muscles, arrachaient les tissus. Une violation déguisée en punition. Ce n'était pas une exécution, c'était l'humiliation façonnée dans le métal. La femme, nue et ensanglantée, réduite à ses cris, alors que son propre corps la trahissait. Les hommes se tenaient autour, observant. Certains feignaient d'y voir la justice. D'autres ne feignaient pas du tout. Et voici l'horreur. La poire était parfois utilisée dans la bouche aussi, vissée jusqu'à ce que les dents éclatent, que la mâchoire se brise, que la langue se fende. Un châtiment pour les femmes accusées non seulement d'infidélité, mais aussi d'avoir parlé trop fort. Imaginez votre corps retourné contre vous, forcé de s'ouvrir jusqu'à ce que vous ne soyez plus une personne, mais un exemple. La poire d'angoisse n'était pas seulement un instrument de douleur, c'était un message, que le désir pouvait être puni. Que le corps d'une femme ne lui appartenait pas, mais aux hommes qui décidaient quand il devait être violé, et jusqu'où. Et pourtant, aussi grotesque que cela paraisse, ce n'était qu'un seul des dispositifs. Le Moyen-Âge regorgeait d'instruments conçus pour arracher aux femmes non seulement la vie, mais aussi la dignité. L'âne espagnol attendait. Si la poire d'angoisse violait de l'intérieur, l'âne espagnol détruisait de l'extérieur. Imaginez une lourde poutre de bois, taillée en arêtes vives comme le faîte d'un toit. Les victimes, des femmes accusées d'adultère, étaient dépouillées de leurs vêtements, hissées en l'air et forcées d'enfourcher ce bord tranchant. Au début, ce n'était qu'une gêne, l'arête vive s'enfonçant entre les cuisses, pressant la chair tendre. Mais ensuite, la véritable cruauté commençait. Des poids, de lourds poids de fer attachés aux chevilles, chaque livre ajouté l'entraînait plus bas. Le coin mordait plus profondément, la peau se fendut, les muscles se déchiraient. La chair s'ouvrait sous le poids de son propre corps, et là, elle restait suspendue, nue sur la place publique, offerte au regard de tous. Sa douleur n'était pas cachée, elle était mise en scène. Les hommes riaient, les enfants montrèrent du doigt, les prêtres observaient en silence. Voilà le paradoxe grotesque. Elle n'était pas tuée rapidement, l'âne espagnol avait été conçu pour la lenteur, pour le spectacle, pour que la honte dure plus longtemps que l'agonie. Chaque mouvement du corps entraînait une nouvelle déchirure, un nouveau cri. Son intimité devenait son échafaud, et son humiliation le divertissement du village. Imaginez l'horreur de vouloir bouger, chercher un répit, et ne faire que s'entailler davantage à chaque geste. Savoir que la seule issue était la mort, et que la mort ne viendrait pas vite. L'âne espagnol n'était pas seulement une punition, c'était une représentation, un théâtre de la douleur où le prix du désir était une lente déchirure de chair sous les yeux de vos voisins. Et pourtant, ce n'était pas le seul instrument qui transformait le sexe en crime gravé dans la chair. Car parfois, la punition ne déchirait pas la peau, elle l'enfermait. La ceinture de chasteté. Vous l'avez sans doute déjà vu dans des livres ou des films. L'infâme ceinture de chasteté, une bande de fer moulée pour entourer les hanches d'une femme verrouillée fermement sur son sexe. Un objet que l'on imagine comique, presque absurde. Mais si l'on arrache le vernis du mythe, la réalité est bien plus sombre. Pour certaines femmes, la ceinture n'était pas une protection, c'était une punition. Imaginez le métal glacé s'enfonçant dans votre peau à chaque pas, les bords entaillant les cuisses, la plaque appuyant sans relâche contre la chair. Marcher devenait douleur, s'asseoir devenait douleur, même respirer rappelait la cage. Et les infections, des plaies purulentes là où la sueur et le fer rongèrent la peau, l'odeur de pourriture se mêlant à la honte. La ceinture n'était pas simplement verrouillée, elle était exhibée, les clés pendaient à la taille du mari, ou à la ceinture d'un garde comme pour dire « ton corps ne t'appartient pas ». La femme devenait propriété, son sexe enchaîné comme une bête. Ironie grotesque, la ceinture prétendait préserver la vertu. En réalité, elle effaçait la liberté.
Les femmes étaient forcées d'uriner et de saigner à travers des trous grossièrement percés dans le fer, transformant des fonctions vitales en humiliation. Et dans les cas de châtiment, la ceinture devenait une sentence de souffrance. Une femme accusée d'adultère était promenée dans les rues, le fer mordant sa peau, la foule fixant son sexe enchaîné. Pas fouettée, pas brûlée, simplement enfermée, exposée, transformée en spectacle vivant de contrôle. Le désir lui-même se changeait en agonie. Le corps devenait prison. Mais la ceinture n'était pas le seul instrument visant la voix et le corps des femmes. Car si certains scellèrent la chair, d'autres la réduisaient au silence. La bride de mégère, toutes les punitions ne s'attaquaient pas au bas du corps. Certaines frappaient plus haut, la bouche, la voix, l'acte même de parler. Voici la bride de mégère, un masque de fer en forme de cage verrouillé autour de la tête d'une femme, des pointes pressées contre sa langue. Chaque mouvement de la bouche enfonçait le métal plus loin, transperçant la chair, faisant jaillir le sang. C'était la punition des femmes dissolues. Les adultères, les commères, celles qui osaient en parler quand les hommes exigeaient le silence. Imaginez, la cage serrée à étouffer, la salive coulant sur le menton, le sang s'accumulant sous la langue. Chaque supplication, chaque cri se heurtant à une douleur brûlante. Et il ne suffisait pas de souffrir en secret. La bride était exhibée dans les rues, parfois nue, parfois vêtue, mais toujours exposée. Une femme traînée par une corde, la tête enfermée dans le fer, son humiliation transformée en spectacle. La foule ne se contentait pas de regarder, elle se moquait, elle lançait des aliments pourris. Elle riait de ses gémissements étouffés, de son impuissance, de l'image d'une femme réduite au silence par sa propre bouche ensanglantée. Paradoxe grotesque, l'Église prêchait la pureté des mots et de l'âme, tout en forgeant un instrument qui érotisait le silence lui-même. Les lèvres devenaient objet de douleur, la langue un lieu de supplice. La bride de mégère ne tuait pas. Elle effaçait, elle transformait une femme vivante en effigie muette de honte. Mais même cela n'était pas le plus cruel. Car certaines punitions combinaient l'humiliation de la bride, l'exposition de la ceinture et la douleur déchirante de l'âne, en un seul spectacle public de souffrance. Le théâtre de l'adultère sur la place du marché. Au Moyen-Âge, la punition n'était jamais privée. Elle était conçue pour être vue. Et nulle part cela n'était plus évident que dans la façon dont on châtiait les femmes accusées d'adultère. Imaginez la place du village un jour de marché. Les étals remplis de pain et de viande, l'air vibrant de commerce. Puis les gardes arrivent. Une femme est traînée en avant, dépouillée, enchaînée, humiliée. Elle n'est pas cachée dans un cachot, elle est exposée, sur l'âne espagnol, ses cuisses écartées aux yeux de tous, dans la bride de mégère, sa bouche saignant alors qu'elle titube devant des visages familiers. Ce n'était pas seulement la douleur, c'était la honte. Une honte si profonde qu'elle survivait aux blessures, une marque qui ne guérissait jamais. Mais ces instruments portaient un autre sens encore, car chacun d'eux symbolisait le même message. Ton corps ne t'appartient pas. Ta bouche, ton sexe, ton désir, tout appartient aux hommes qui te punissent. Et le plus cruel de tous, un instrument conçu non seulement pour réduire au silence ou exposer, mais pour ouvrir le corps de l'intérieur. La poire d'angoisse n'était que le commencement. Chaque instrument portait un message. Le fer n'était pas seulement du fer, c'était une idéologie façonnée en métal. La poire d'angoisse, enfoncée dans le vagin ou dans la bouche, disait aux femmes que leur désir ou même leur voix pouvaient être déchirés à volonté. L'âne espagnol, écartant les cuisses, avertissait que le plaisir lui-même pouvait être retourné en supplice. La ceinture de chasteté, verrouillée sur le sexe, hurlait que le corps des femmes ne leur appartenait pas. La bride de mégère, réduisant la langue au silence, proclamait que même les mots pouvaient devenir des crimes. Chaque punition visait l'intime. La bouche, par laquelle les femmes parlaient, embrassaient, pleuraient, l'utérus où la vie commençait, où naissaient le plaisir et le désir. Les cuisses, le sexe, les lèvres, chaque partie capable d'éveiller l'envie, transformée en arme contre elle. Voilà le paradoxe, l'Église tonnait contre la luxure, prêchait la pureté, condamnait la tentation. Et pourtant, les châtiments qu'elle autorisait étaient obsédés par les détails érotiques, forçant les hommes, les foules, les prêtres à contempler la nudité des femmes tout en l'appelant justice. Une femme accusée d'adultère n'était pas seulement punie. Elle était sexualisée, exposée, fétichisée dans sa douleur. Son châtiment devenait précisément ce qu'il prétendait éradiquer. Un spectacle érotique. Le message était clair, son corps ne lui appartenait pas. Son désir ne lui appartenait pas. Même sa honte ne lui appartenait pas. Les instruments de punition étaient des symboles de possession, des symboles qui disaient à chaque femme spectatrice « Sors du rang, et voici ce qui t'attend ». Mais la cruauté ne s'arrêtait pas aux symboles, car la punition n'était pas seulement du fer contre la chair, c'était du voyeurisme, une érotisation sombre déguisée en justice.
Les châtiments médiévaux n'étaient pas seulement une question de contrôle, ils étaient une question de désir. Non pas celui de la femme, mais celui de la foule. Chaque humiliation publique portait en elle un frisson voyeuriste. Une femme nue, forcée d'écarter ses cuisses sur l'âne espagnol, ses jambes, tremblant, sa chair se fendant. Une ceinture de chasteté, mordant la peau, le fer appuyé là où jadis s'échangeaient des caresses. Une poire d'angoisse s'ouvrant dans son corps, tandis que des hommes se penchaient pour mieux entendre ses cris. C'était de la torture, mais c'était aussi du théâtre. Les hommes dans la foule ne se contentèrent pas de regarder, ils se repaissaient. Les huées cachaient l'excitation, les rires masquaient la fascination. Ces châtiments fétichisaient la douleur, transformant la souffrance d'une femme en pornographie collective. Paradoxe grotesque, la société prétendait condamner l'adultère, mais le punissait en mettant en scène des actes qui imitèrent le sexe lui-même. Pénétration par le fer, écartèlement par le bois, enfermement par les ceintures, silence imposé par les pointes dans la bouche. Le corps était puni avec une brutalité érotisée dans chaque détail. Son sexe devenait la cible. Sa bouche, ses cuisses, son utérus, transformés en armes contre elle. Et la dynamique de pouvoir enivrait. Une femme dépouillée de toute volonté, réduite à de la chair, tandis que les hommes qui la condamnaient festoyaient du spectacle de son humiliation. Imaginez-vous là, debout, nu et ensanglanté, sachant que chaque regard posé sur vous n'était pas seulement jugement, c'était fin. Voilà la véritable horreur, pas seulement la douleur, pas seulement la honte, mais la certitude que ta souffrance devenait le plaisir d'autrui. Et des siècles plus tard, ces instruments allaient survivre, non seulement dans les livres d'histoire, mais dans les fantasmes, les mythes et les recoins les plus sombres du désir. Avec le temps, certains de ces instruments glissèrent dans la légende. La ceinture de chasteté devint une curiosité gothique, un accessoire de récits sulfureux et de vitrines de musées. La poire d'angoisse fut chuchotée dans les chambres inquisitoriales, bien que peu de traces subsistent. L'âne espagnol survécut dans des gravures qui ressemblaient les plus à des cauchemars qu'à des réalités. Et voici le paradoxe. Au fil des siècles, ce qui avait été torture devint mythe, et parfois même fantasme. Au XIXe siècle, des ceintures de chasteté étaient vendues comme objet de curiosité, fétichisées comme accessoires de jeux érotiques. La poire apparaissait dans des romans sensationnels, des feuilletons macabres, sa floraison cruelle transformait de l'horreur en excitation. La culture populaire habilla la cruauté médiévale de velours et de dentelle. Le chevalier gardant la vertu de sa dame, le mari jaloux enfermant le désir de sa femme, le cachot ténébreux, la poire de fer scintillant à la lueur des bougies. Mais voilà ce que l'histoire avoue rarement. Ce que nous imaginons aujourd'hui comme une romance noire fut jadis une horreur bien réelle. Pas de mots de sécurité, pas de fantasmes, pas de consentement. Seulement de la chair taillée par le fer, des bouches réduites au silence par des pointes, des cuisses ouvertes par le bois. Le monde médiéval punissait le désir féminin avec des outils si grotesques que les générations suivantes refusèrent de croire qu'ils aient pu exister. Alors, elles les transformèrent en légendes, en fétiches, en symboles de peur et de fascination. Et pourtant, qu'ils soient de mythe ou mémoire, ces instruments portent toujours le même écho. Le bruit du fer contre la peau, l'odeur du sang et de la sueur, la vision d'un corps puni, non pas pour la violence, mais pour l'amour. Mais l'histoire ne s'arrête pas au mythe, car avec le temps, la cruauté de ces châtiments devint trop grotesque même pour un monde brutal. Et peu à peu, ils disparurent. À la fin du Moyen-Âge, même un monde de fer commença à reculer. La poire, l'âne, la bride, trop obscènes, trop monstrueux, glissèrent lentement hors des usages autorisés. Le spectacle perdait de sa force. Les foules qui autrefois huaient commencèrent à murmurer. Les prêtres qui détournèrent les yeux commencèrent à douter. Des érudits écrivirent que ces supplices faisaient honte non seulement aux femmes, mais aussi aux hommes qui les imposaient. Alors, petit à petit, les instruments disparurent. Certains furent cachés dans des arsenaux, rouillant dans l'ombre, d'autres fondus, leur fer renaissant en charrue ou en lame. Quelques-uns survécurent dans des musées, enfermés derrière le verre, silencieux mais résonnant encore de l'écho des cris. Mais la mémoire, elle, resta. L'idée même que l'adultère, le désir ou la voix d'une femme pouvait justifier une telle cruauté marqua la culture européenne. Même une fois les instruments disparus, la peur demeura d'une leçon gravée dans la chair collective. La sexualité féminine était dangereuse et devait être contrôlée. Ironie grotesque, le déclin des instruments n'a pas mis fin à l'obsession. Il l'a seulement transformée. Ce qui fut autrefois châtiment devint mythe. Ce qui fut humiliation devint fétiche. Et les mêmes outils qui bâillonnaient, écartelaient, pénétraient, devinrent symbole de fascination interdite. Le fer a peut-être rouillé, mais le fantasme, lui, n'est jamais mort. Alors, qu'en conclure ? La poire qui s'ouvrait dans la chair,
l'âne qui fendait les cuisses, la ceinture qui enfermait le désir, la bride qui réduisait au silence. Rien de tout cela n'avait à voir avec la justice. C'était une question de contrôle. Transformer la sexualité des femmes en crime et leur corps en théâtre public d'humiliation. La véritable cruauté ne résidait pas seulement dans le fer, le bois, le sang. Elle se trouvait dans les yeux de la foule, rieurs, voyeurs, dévorant la douleur comme s'il s'agissait de plaisir. L'Europe médiévale voulait tuer le désir, mais ce faisant, elle exposait le sien. Chaque punition était un acte d'obsession, chaque instrument, un fétiche déguisé en loi. Et c'est pour cela que ces objets nous hantent encore. Ils ne sont pas seulement des reliques de brutalité. Ils sont des miroirs révélant comment le pouvoir déforme le sexe en punition et la honte en divertissement. Si ces vérités troublantes ont brisé l'image des méandres Moyen-Âge romantiques, abonnez-vous, car l'histoire est bien plus sombre, bien plus étrange et bien plus grotesque que les contes qu'on vous a racontés. Et croyez-moi, vous n'avez encore rien entendu. Abonnez-vous maintenant si vous l'osez, car ce que vous venez de voir n'était qu'un seul instrument. Il en existe des dizaines d'autres, chacun plus sombre, plus grotesque, plus érotique dans sa cruauté. Et croyez-moi, vous n'avez encore rien entendu.